Je continue à marcher, incapable de m'empêcher de jeter des regards nerveux derrière moi. La neige crisse sous mes bottes usées, un son sec et monotone qui résonne dans le silence oppressant de cette forêt gelée. Une sensation désagréable me noue l'estomac, une peur instinctive que je ne parviens pas à chasser. J'ai l'impression d'être suivi. L'ombre que j'ai aperçue il y a quelques minutes, tapie entre les arbres dénudés, était-ce un monstre? À vrai dire, je n'en suis plus sûr. Cela fait des jours que je dérive dans ce désert de froid et de neige, perdu, épuisé, à la dérive. Mes vêtements sont trempés de sueur et de neige fondue, et mes doigts, engourdis sous des gants déchirés, serrent convulsivement la garde de mon épée rouillée. Je prie tous les dieux, ceux de Liliani, ceux d'Amérance, tous ceux qui voudront bien m'entendre pour que le capitaine Zodiac me retrouve. Mais une pensée amère me traverse l'esprit. Va-t-il seulement me chercher? Je ne suis qu'un simple soldat, un visage parmi tant d'autres dans son armée. Il ne connaît probablement pas mon prénom, ni même mon existence. Leyard, c'est tout ce que je suis. Un homme brisé, un survivant qui n'a plus rien à perdre, sinon l'espoir ténu de revoir ma femme, restée à Nébiatine. La nuit commence à tomber, rapide et impitoyable, enveloppant la forêt d'une obscurité presque palpable. Je ne peux plus continuer à marcher dans ces conditions. Mes jambes tremblent sous l'effort, et le froid mord ma peau à travers les déchirures de ma cape. En contrebas, j'aperçois une petite grotte, nichée entre deux rochers massifs, à peine visible sous la couche de neige qui recouvre l'entrée. Ce sera mon refuge pour ce soir. Je descends prudemment, glissant sur une plaque de verglas, et m'installe à l'intérieur. L'espace est étroit, à peine assez grand pour m'allonger, mais il m'offre une protection contre le vent hurlant qui secoue les branches dehors. Je pose mon sac à terre, sors ma dernière bouteille d'alcool, un torboyau âcre que j'ai gardé pour les pires moments, et allume un feu avec les quelques brindilles sèches ramassées en chemin. Les flammes vacillent faiblement, projetant des ombres dansantes sur les parois humides de la grotte. Et je prends une gorgée du liquide brûlant, espérant qu'il me réchauffera un peu. Un silence de plomb s'installe autour de moi, seulement brisé par le craquement des amas de neige qui tombent des branches au-dessus. On dirait que la vie elle-même a déserté cet endroit, comme si la forêt retenait son souffle. Un épais brouillard s'élève soudain, si dense que je ne vois plus à plus de 2 mètres devant l'entrée de la grotte. Je fronce les sourcils, une vieille leçon de l'école militaire me revenant en mémoire. Ce brouillard n'est pas naturel. Ce sont des résidus de mana, une énergie corrompue qui sature l'air depuis que la barrière magique protégeant Nébiatine s'est effondrée. Je me force à respirer lentement, à calmer les battements frénétiques de mon cœur. Ce n'est rien, me dis-je. Juste des restes de mana, rien de plus. Mais l'angoisse grandit malgré moi, et je serre mon épée un peu plus fort. Quelques minutes passent et je reste en alerte, les sens aux aguets. Je scrute l'obscurité au-delà de l'entrée, mes yeux s'efforçant de percer le brouillard. Je commence à avoir peur. Cette ambiance est lugubre, oppressante, comme si la forêt elle-même me murmurait des menaces. Et si les monstres qui ont massacré mon escouade m'avaient suivi? Non, c'est impossible. Cela fait plusieurs jours que je prends toutes les précautions possibles pour brouiller mes traces. J'ai marché dans les ruisseaux gelés, évité les sentiers, effacé mes empreintes dans la neige avec une branche. Pourtant, le doute s'insinue, et avec lui, les souvenirs de cette nuit maudite. Les cris de mes camarades, le sang éclaboussant la neige immaculée, les grognements gutturaux des créatures. Je secoue la tête, chassant ces images. Pas maintenant, pas ici. Soudain, des bruits de pas brisent le silence. Lents, délibérés, comme si quelque chose approchait avec prudence. Mon cœur s'emballe, et je me relève d'un bond, dégainant mon épée dans un mouvement fluide. Ces bruits ne sont pas humains. Ce n'est pas un craquement de branches ou le pas lourd d'un voyageur égaré. C'est autre chose, quelque chose de plus primal, de plus bestial. Je les entends se rapprocher de plus en plus, et une sueur froide coule le long de ma nuque. 2 solutions s'offrent à moi. Rester dans la grotte, où je risque d'être piégé si les créatures sont nombreuses, ou sortir et tenter de m'enfuir si la situation devient critique. Je n'hésite pas longtemps. Si je dois mourir, autant que ce soit en me battant. J'enflamme mon épée grâce à ma magie de feu, une technique que j'ai apprise à l'école militaire mais que je maîtrise mal sous l'effet de la fatigue. Les flammes dansent faiblement sur la lame, projetant une lueur rougeâtre autour de moi. Je me précipite vers l'extérieur, l'adrénaline pulsant dans mes veines, et me retrouve face à un Krampus. La créature est massive,
plus de 2 mètres de haut. Sa silhouette difforme, éclairée par les flammes de mon épée. Ses cornes tordues luisent sous la lumière, et ses griffes, longues comme des dagues, raclent le sol gelé. Ses yeux rouges me fixent, avec une avidité sauvage, et un grognement sourd s'échappe de sa gueule hérissée de crocs. Les Krampus préfèrent chasser les enfants, c'est ce qu'on raconte dans les villages de Liliani. Mais face à un adulte isolé, il n'hésite pas. Celui-ci est un prédateur aguerri, et je sais que je n'ai aucune chance dans un combat de force brute. Sa musculature noueuse pourrait me broyer en un instant, et ses griffes me lacéreraient en moins de 5 secondes. Pire encore, il est rapide, bien trop rapide pour une créature de cette taille. Putain, si seulement la barrière ne s'était pas effondrée, pensais-je. Une amertume acide me brûlant la gorge. Si elle avait tenu, je ne serais pas ici, à fuir comme un rat dans une forêt maudite. Le Krampus s'élance, couvrant les 20 mètres qui nous séparent en 1 seconde à peine. Il se jette sur moi, ses griffes visant ma gorge, et je ferme les yeux résigné. C'est fini pour moi, murmurai-je intérieurement. Je vais crever ici. Une pensée fugace traverse mon esprit. Ma femme, Resta Nébiatine. Elle est forte, une battante. Elle est avec le capitaine Zodiac, l'homme que nul ne peut vaincre. Pas même cette saloperie de Krampus. Elle s'en sortira, elle doit s'en sortir. Mais je ne ressens pas la douleur que j'attendais. Pas de griffes s'enfonçant dans ma chair, pas de sang jaillissant de ma gorge. À la place, un choc sourd, suivi d'un hurlement bestial. J'ouvre les yeux et la scène devant moi est un cauchemar écarlate. La neige autour de moi est rouge, saturée de sang. Et un morceau de bras déchiqueté gît à quelques mètres, les os brisés dépassant de la chair. La douleur arrive alors, brutale, comme un coup de marteau dans mon esprit. Je baisse les yeux, horrifié. Mon bras gauche n'est plus là. Le sang gicle de l'épaule, et chaque mouvement m'arrache un cri de souffrance. Je me tourne, tant bien que mal vers le Krampus. Les larmes brouillant ma vision. Il ne regarde plus. Son attention est fixée sur autre chose. Un portail ? Ici ? Murmurai-je, incrédule. Un vortex bleu tourbillonnant s'ouvre dans l'air. Une lueur d'énergie pure qui tranche avec l'obscurité. Je crois que, à ce moment-là, j'ai perdu connaissance. Mes forces m'abandonnant sous le choc et la douleur. Mon dernier souvenir est confus. Le visage du capitaine au-dessus de moi. Flou mais reconnaissable. Entouré de portails bleus qui s'ouvrent en cascade. Et puis, blackout. Quand je reviens à moi, je suis dans un lit, au chaud. Les draps doux frôlent ma peau et une odeur de bois brûlé emplit l'air. Un feu crépite quelque part dans la pièce. Je cligne des yeux, désorienté, et aperçois ma femme assise à mon chevet, le visage baigné de larmes. « Je suis en vie ?» murmurai-je, la gorge sèche. Elle me répond entre 2 sanglots, sa voix tremblante. « Oui, Monsieur Zodiac est venu pour te retrouver. » Un sourire faible étire mes lèvres. Je ne ressens pas la douleur à cet instant. Une légère couche de manne m'enveloppe, probablement une magie de soin qui atténue mes souffrances. Je tente de m'asseoir, voulant enlacer ma femme, mais un vide étrange m'arrête. Mon bras gauche, il n'est plus là. « Quoi ? J'ai perdu mon bras ?» m'exclamai-je. La voix brisée tandis que des flashs de cette fameuse nuit dans la forêt me reviennent. L'attaque du Krampus, la douleur fulgurante, le sang sur la neige. Bon, vivre sans bras gauche ne sera sûrement pas facile, mais c'est mieux que de perdre la vie. Du moins, c'est ce que je me dis pour me réconforter. À ce moment, la porte s'ouvre et le capitaine Lancelot Zodiac entre dans la pièce. Sa prestance et son charisme sont dignes d'un empereur, pas seulement d'un roi. Des cheveux mi-longs blonds brillent sous la lumière tamisée. Ses yeux verts perçants scrutent la pièce avec une intensité froide. Et sa silhouette musclée d'environ 1,80 m est soulignée par une armure légère aux couleurs du clan Zodiac, bleu turquoise et or. Un sourire éclaire son visage, un sourire qui pourrait faire rougir n'importe quelle princesse de Dématlis, mais qui, en cet instant, est teinté d'une détermination implacable. Plutôt que de se servir de ses atouts pour briller dans les cours royales, il est ici, à Nébiatine, à se battre avec nous pour retrouver un objet mystérieux. Un artefact que Dame Rikami prétend capable de changer la face du monde entier. Pourtant, nous ignorons encore de quoi il s'agit. Et cette incertitude pèse sur nous tous. Le capitaine Zodiac me lance un regard suivi d'un sourire sincère. Et je peux voir un souffle de soulagement passer dans ses yeux. « Leyart, je suis tellement soulagé, dit-il, sa voix grave résonnant dans la pièce. Tu as survécu, tu es un fier guerrier. Aussi, je suis vraiment désolé pour ton escouade. Waouh,
Le capitaine connaît mon prénom. Son charisme est tellement écrasant que je me sens à la fois honoré et intimidé. Merci, capitaine, répondis-je la voix rauque. J'ai fait mon maximum, mais je ne suis pas aussi fort que vous. Je n'aurais jamais pu gagner, même en refaisant ce combat 100 fois. Lancelot rit d'un rire sincère qui résonne comme une note de lumière dans l'obscurité. Ne t'en fais pas, dit-il, posant une main rassurante sur mon épaule intacte. Désormais, tu n'auras plus besoin de combattre au front. Quand nous rentrerons à Liliani, je ferai de toi un seigneur de guerre. Merci, capitaine, murmurai-je, la gratitude m'étreignant le cœur. Il me demande alors de lui raconter ce qui s'est passé, et je m'attelle à la tâche, lui décrivant tout ce dont je peux encore me souvenir. La forêt, le Krampus, l'horreur de cette nuit. Alors donc, ils sont là, dit-il, son ton devenant grave. Ils nous ont retrouvés. Je dois faire un aller-retour à Liliani rapidement. Je dois ramener des renforts. Je serai de retour dans quelques minutes. Sous mes yeux, il crée un portail, une lueur bleu turquoise magnifique, la couleur emblématique du clan Zodiac. Les Zodiacs sont une famille qui règne sur Liliani depuis des générations. Leurs sorts sont toujours teintés de ce bleu éclatant. Mais Lancelot excelle dans une magie rare, la téléportation par portail, un pouvoir qui lui permet de se rendre n'importe où en un instant. C'est fascinant, presque irréel, et je me demande pourquoi il n'a jamais été nommé roi, au profit de son frère, un homme détesté du peuple, dépourvu de talents stratégiques ou de prouesses martiales. Lancelot est un membre du Big Four, les 4 plus grands aventuriers que le monde ait connus. Peut-être qu'un jour, il prendra la couronne. Je l'espère pour lui. Quelques minutes plus tard, les cloches de Nébiatine retentissent, signalant son retour avec les renforts. Je me lève, grimaçant sous la douleur. Mes côtes brisées et mes entailles au torse me rappellent à l'ordre, mais c'est supportable grâce à la magie de soin. Je me rends à la fenêtre de la chambre, curieux de voir le capitaine avec ses renforts. Dehors, Lancelot se tient au centre du village. Sa longue cape bleue, dorée et flottant dans le vent, la main posée sur la garde de son épée. À ses côtés, une femme, plus petite que lui, probablement 1m70 à vue d'œil, mais plus grande que la plupart des femmes que j'ai croisées dans ma vie. Elle est blonde, avec des beaux yeux verts perçants, vêtue d'une robe ajustée d'émeraude et d'un katana à la taille. Aucun doute, c'est Dame Rikami, le 2e membre du Big Four, et selon la grande majorité de la population, la plus puissante des 4. Son aura est écrasante, même à cette distance. Je sens une pression dans l'air, un frisson qui me parcourt l'échine rien qu'en la regardant à travers la vitre embuée. Les civils autour d'eux murmurent, mal à l'aise, et je comprends pourquoi. Le mana de Dame Rikami est presque palpable. Bien que la légende raconte qu'on ne l'ait jamais vu utiliser la moindre magie, comment est-ce possible ? Comment une femme sans magie apparente peut-elle dégager une telle puissance ? Avec Lancelot et Rikami dans nos rangs, comment pourrions-nous perdre la bataille à venir ? C'est impossible, murmurai-je, un espoir fragile naissant dans ma poitrine. La victoire est assurée.